Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Bon, salut à tous, du coup c'est Romain de Motion Life Teach pour un nouveau podcast. Ça faisait un petit bout de temps que je n'en avais pas fait. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec une invitée. Une invitée aujourd'hui qui est développeuse et pourtant on va voir que son métier de développeur front-end sur le web a beaucoup de caractéristiques avec la 3D. Ça va être très intéressant, elle va nous expliquer tout ça aujourd'hui. On va voir comment elle en est arrivée là et crois-moi ça peut vraiment t'intéresser. Donc je suis avec Maude. Salut Maude. Salut. Du coup, aujourd'hui, tu es développeuse web, d'accord, front-end, et est-ce que tu peux nous expliquer déjà en quoi consiste ton métier exactement, et quel est le rapport avec la 3D? Oui, alors du coup, donc je suis développeuse web plutôt front-end, donc je vais plutôt m'occuper de la partie visible en fait des sites internet. Donc ce que je fais, c'est que je code, je développe des sites internet. Ça peut être des sites très classiques et en fait le rapport avec la 3D c'est que j'ai une spécialité qui est en fait ce qu'on appelle faire du WebGL. Je passe par une librairie qui s'appelle Three.js pour le faire et en fait du coup c'est incruster de la 3D dans des sites internet directement. Donc c'est assez lié et donc c'est vrai que mes connaissances en 3D sont vraiment importantes parce que sans je pourrais pas faire ça. Donc j'ai besoin d'avoir des connaissances à la fois en développement et à la fois en 3D. À quoi ça sert d'intégrer de la 3D aujourd'hui dans un site web? Ça peut servir à plusieurs choses, c'est assez vaste, ça peut juste faire des choses graphiques en 3D sur un site pour le rendre plus attractif. Ça peut être pour faire des petits jeux dans des sites internet. Ça peut être aussi, par exemple, je pense que ça va se voir de plus en plus, pour customiser des produits avant de les vendre. Par exemple, sur certains sites de chaussures, maintenant, on voit qu'on peut choisir les différentes couleurs de la chaussure, mais ça reste pour le moment assez encore en 2D. Ça pourrait être intéressant de le faire en 3D, justement, de pouvoir tourner autour de la chaussure et en même temps de pouvoir, par exemple, changer la couleur du logo, de la semelle, et même peut-être choisir des matières comme ça. Et ça rend du coup l'interaction avec le site beaucoup plus sympa. Et ce qui se passe du coup souvent, c'est que le visiteur reste aussi plus longtemps sur le site. Donc tu fais de la 3D qui est directement en interactivité temps réel avec le client. Oui. C'est-à-dire que du coup tu as toutes les contraintes du jeu vidéo. Oui, du coup plutôt. Après, comme je connais moins le jeu vidéo en tant que tel, parce que du coup avant j'étais infographiste 3D, je pense qu'on en reviendra après. Mais je travaillais plutôt sur tout ce qui était film, animation. Donc je connais moins tout ce qui est jeu vidéo, mais du coup oui, finalement je dois m'intéresser un peu à tout ce qui est temps réel. Donc oui, du coup je dois avoir les mêmes contraintes qu'un jeu vidéo. Du coup, pour toi les temps de rendu, c'est pas un truc qui est présent dans ton métier? Ah non, du coup maintenant non, parce que tout est en temps réel. Par contre, il faut optimiser, parce que du coup, si ça lag, ça lag. Donc il faut pas qu'il y ait de lag, donc il faut essayer de faire les choses les plus légères possible. D'accord. Quelle forme ça prend de faire la 3D aujourd'hui sur un site web? Est-ce que c'est aussi facile que de faire la 3D par exemple sur Maya ou Blender? C'est différent, je dirais. Parce que souvent sur Maya ou Blender ou sur Houdini, on va faire des choses beaucoup plus complexes. Donc ça peut être aussi compliqué, mais d'une différente manière. Mais par contre, du coup, c'est quand même pas du tout la même chose, parce que sur un site, on est obligé de passer par tout ce qui est code. Donc il faut savoir coder pour le faire. Au final, maintenant, je trouve ça... moi, je préfère parce que ça me permet de beaucoup plus réfléchir à ce que je fais. Et en fait, j'aime beaucoup coder, donc ça me convient mieux. Mais par contre, on peut faire des choses aussi très complexes. On peut aussi coder des choses sur Blender, Maya, etc. Donc c'est des choses différentes. Aujourd'hui, il n'existe aucun logiciel comme Blender, Maya, mais adapté pour faire de la 3D sur le web. Non. Par contre, il y a des librairies, donc des... comment expliquer ça? En gros... En fait, du coup, pour faire de la 3D sur Internet, aujourd'hui, il faut passer normalement par le WebGL, qui est déjà en fait une API basée sur l'OpenGL. L'OpenGL, c'est ce qui permet de faire la 3D pour tout ce qui est plutôt logiciel. Donc le WebGL, maintenant, ça permet d'adapter ça sur le web. Et en fait, du coup, après, il y a des choses qui facilitent l'utilisation du WebGL, comme je disais, Three.js, qui est une librairie qui, du coup, me permet d'utiliser directement des fonctions préfaites, entre guillemets, pour du coup faire du WebGL plus facilement. Mais il n'y a pas le logiciel qui le fait, on est obligé de passer par du code. Et même quand on veut faire des choses plus complexes, on est obligé de passer à nouveau par du WebGL
plus classique. Pour les gens qui ne connaissent pas le web, en tout cas pas la technologie, est-ce que tu peux te dire en quel langage tu développes aujourd'hui? Oui, alors du coup, si on peut appeler ça un langage de programmation, il y a l'HTML qui permet de faire, on va dire, la structure d'une page web. Après, il y a tout ce qui est CSS qui permet de faire la mise en page, tout ce qui est design sur la page en fait. Et après, dès qu'on veut rajouter de la logique ou des interactions plus complexes, on utilise du coup le JavaScript. Et du coup, ta 3D, toi, tu l'as fait en quel langage? Et la 3D, du coup, c'est un JavaScript. Ok. Très bien, bon, super intéressant. Qu'est-ce que tu faisais avant de devenir développeur web? Qu'est-ce que tu faisais comme métier exactement avant? Alors moi, j'étais infographiste 3D, donc j'étais plutôt spécialisée dans tout ce qui est lighting, donc le fait de faire les lumières en 3D, et tout ce qui est shading et texturing, donc faire les textures et les manières dont les objets réagissent à la lumière. Voilà, et donc je travaillais surtout dans une boîte qui nous faisait tout ce qui était publicité et effets spéciaux sur les films. Après, pendant mes études, j'ai fait aussi un peu d'animation, donc j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle d'ailleurs 001, qui est disponible en ligne, on le trouve facilement. Le lien sera dans le podcast. Super. Et voilà, donc j'ai touché un peu à tout, mais du coup, à la fin, je faisais surtout tout ce qui était publicité, et du coup, pas mal aussi effets spéciaux sur un film notamment. Par exemple, j'ai vu aussi une de mes spécialisées que j'ai oublié, c'était je faisais du grooming, donc je faisais tout ce qui est fourrure et cheveux aussi en 3D. Donc par exemple, un des derniers projets sur lequel j'ai travaillé, je devais refaire une girafe en 3D, donc moi je me suis occupée du coup de faire les poils de la girafe, et j'avais aussi un plan de prise de vue réelle, et je devais intégrer la girafe dans le plan de prise de vue réelle, donc il a fallu refaire le même lighting que dans le plan. Et voilà en fait. Et donc ça c'était un peu ce que je faisais en 3D. Le plan de la girafe, il durait combien de temps dans le montage complet? Je sais plus exactement. 1 minute? Non, même pas 1 minute, ouais, un truc comme ça. Et pour du coup, un plan d'1 minute, combien de temps vous avez travaillé dessus? Un peu trop, je pense. On n'a pas forcément fait ça de la manière la plus optimisée possible, mais j'ai travaillé. Après, il a fallu refaire les poils de la girafe, etc. Donc oui, un mois, je pense. Donc 1 mois pour un plan d'1 minute. Oui, après, j'ai pas fait que ça pendant 1 mois, je pense, mais en gros, ouais, un bon mois en tout. Okay. Tu travaillais sur quel logiciel? Houdini, du coup. Houdini avec comme moteur de rendu Redshift. Ok. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, parce que je sais aussi que du coup tu as travaillé sur Maya, est-ce que tu peux nous donner un petit peu la différence qu'il y a entre Houdini et Maya, ou un soft, on va dire, un peu plus classique? Oui, alors du coup, Maya, ça sert plus pour... c'est plus pratique pour faire des petites modélisations, pas du coup procédurales, donc bouger les points, etc. Je sais plus le nom, vraiment. Ouais, c'est de la modélisation paramétrique. Voilà. Plus pour... Maya, ça sert plus pour tout ce qui est modélisation paramétrique. Et après, Houdini, du coup, c'est beaucoup plus pour tout ce qui est modélisation procédurale. Donc par exemple, c'est une grosse différence entre les deux. Donc Maya reste un peu mieux pour tout ce qui est modélisation paramétrique qu'Houdini. Et par contre, après, au niveau performance, Houdini est quand même carrément meilleur. Dans le viewport, on met beaucoup plus de points, le logiciel va moins facilement bugger. Après, on peut aussi du coup aller beaucoup plus loin sur tout ce qui est effets spéciaux, sur tout ce qui est grooming. Le logiciel est quand même beaucoup plus fait pour tout ça. Le logiciel bug moins. Mais après, niveau shading, c'est à peu près la même chose, je dirais. Ça dépend après du moteur de rendu. Parce que le shading, dans tous les cas, ça serait procédural dans les deux logiciels. Oui. Et en plus, après, ça dépend aussi du moteur de rendu qu'on utilise. Après, voilà. Est-ce que ça a été difficile de passer de Maya à Houdini? Comme tous les logiciels, ça demande 1 ou 2 semaines d'adaptation. Après, forcément, on est un peu moins efficace le premier ou pendant les 2-3 premiers mois, mais même 1 ou 2 mois, mais après, une fois qu'on travaille tout le temps dessus, ça va vite. Hein. Une fois qu'on a vraiment les connaissances et les bases, passer d'un logiciel à l'autre, ça demande un petit apprentissage, mais c'est pas compliqué. En tout cas, je trouve pas. Et alors, du coup, tu t'en sortais bien sur Houdini, t'as fait quelques films, donc notamment un qui est sur Netflix, si je me trompe pas. Oui, effectivement, oui. Est-ce que tu peux me donner le titre du film? Il s'appelle Girls with Balls. Girls with Balls, le lien sera aussi dans la description. Ça vaut le coup d'œil, ça vaut le coup d'œil. Je conseille pas trop. Hein. Après, il fait qu'1h15, mais c'est pour les gens très motivés. Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer? Pourquoi t'es passé du cinéma classique au temps réel sur internet? Qu'est-ce qui a fait que dans ta tête t'as fait non mais j'en ai marre
de la 3D classique? Donc oui, donc j'ai voulu changer parce que donc oui, donc je faisais plutôt tout ce qui était lighting, shading. C'était un peu répétitif, surtout que je travaillais donc pour tout ce qui était plutôt effets spéciaux et publicité. Donc je pense que ça va pas forcément aider parce que du coup j'essaie vraiment de reproduire tout ce qui était réel. Donc il y avait moins de créativité que si je faisais plutôt tout ce qui était cinéma d'animation. Donc au final j'ai commencé un peu à m'ennuyer en fait. Et puis à côté de ça, en fait, pendant que je travaillais, j'avais un petit projet à côté où j'avais commencé à apprendre comme ça sur mon temps libre à coder en JavaScript. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais aussi beaucoup coder. En fait, en passant mon bac S, j'avais une spécialité qui s'appelait ISN, Informatique et Sciences du Numérique. Je sais pas si elle existe encore aujourd'hui, mais non, je crois pas avec la réforme. Et en fait, pendant cette spécialité, on a appris à coder. Donc déjà, en fait, au lycée, j'avais commencé un petit peu à coder, mais c'était en Java cette fois. C'est différent le Java et le JavaScript. Oui. Même si les noms se ressemblent. Et j'avais bien aimé, et même j'avais hésité à partir plutôt dans une broche informatique après. Finalement, j'ai plutôt été tentée par la 3D. Mais voilà, et du coup, en fait, donc je suis revenue un peu à cette passion-là aussi que j'avais au début. Et en fait, comme j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu pendant que je faisais la 3D, et du coup, c'était aussi souvent un peu, je prenais un plan, je faisais le lighting, il sortait, etc. Et c'était un peu répétitif. Je me suis dit, pourquoi pas tenter autre chose, de toute façon, il faut tenter des trucs dans la vie, c'est fait pour, quoi. Du coup, j'ai décidé de quitter mon travail, de me reformer encore plus dans tout ce qui est, du coup, développement web, et partir là-dedans. Ok. Quel a été ton parcours pour en arriver là? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as choisi comme chemin après on va dire les études classiques, quoi, donc après la terminale, pour en arriver du coup jusqu'à aujourd'hui à être à ton compte en tant que développeuse web? Oui, alors du coup, donc c'était à peu près en première que j'ai voulu faire la 3D. Je suis tombée sur une revue où il y avait qui présentait le métier. Je me suis dit, ah, c'est trop bien, je vais faire des dessins animés toute la journée. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Et du coup, je me commençais à me renseigner sur comment rentrer dans une école, quelles écoles il y avait aussi pour faire ça. Et là, j'ai vu qu'il fallait savoir dessiner, parce que toutes les écoles, beaucoup d'écoles prennent du coup sur le niveau de dessin à l'entrée. Est-ce que tu dessines encore aujourd'hui? Non. Est-ce que tu penses que la compétence que tu as acquis en dessin aujourd'hui est nécessaire dans ton travail de tous les jours? Pas forcément la compétence. Ah, dans le tout ce qui est dans ce que tu développement fais web. aujourd'hui. Dans ce que tu fais aujourd'hui. Oui et non. Alors, je vais expliquer, j'ai détaillé. En gros, pour moi, le dessin, ça a développé mon œil. Le fait d'observer correctement les choses et de voir ce qui est plus beau qu'autre chose. Le fait de pouvoir reproduire par exemple, si on travaille sur des effets spéciaux, c'est vraiment important de pouvoir refaire, je sais pas, une girafe par exemple, à l'identique. Donc le fait de savoir dessiner des choses réalistes, ça aide du coup à éduquer son œil pour mieux voir. Après, on n'est pas obligé de dessiner pour faire ce travail-là aussi. On peut vraiment juste faire un travail d'observation. Je pense que ça peut revenir eux-mêmes aussi. Donc là-dessus, ça m'a aidé. Après, maintenant, je dessine plus. Mais je pense que si j'essaie de redessiner, je dessinerai un peu moins bien qu'à un moment. Mais comme j'ai fait ce travail-là et qu'au final, j'ai appris à observer maintenant, ça serait plus facile de le refaire. Et donc dans mon métier maintenant, ça me sert moins que quand je faisais la 3D, c'est sûr. Mais par contre, du coup, un petit peu quand même, parce que je suis quand même amenée à modéliser certains trucs en 3D pour mes sites, et donc ça me sert encore un petit peu. Et pareil, pour faire un design pour un site internet, ça peut me servir aussi. Même si je pense que c'est pas forcément le dessin qui est important, c'est la capacité d'observation. Très bien, du coup je t'ai coupé sur ton parcours, donc tu disais que tu allais regarder les écoles et tu avais vu que du coup toutes les écoles demandaient un bon niveau en dessin. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu as fait derrière? Donc j'ai commencé à apprendre à dessiner. Mais bon, on n'apprend pas à dessiner en un an. En fait, j'avais décidé de rentrer à Superbocom et j'avais cette école-là en tête. Donc j'ai passé le concours pendant mon année de terminale. Je l'ai raté. Je fais une petite aparté. Du coup, Superbocom aujourd'hui n'existe plus. Maintenant, c'est Mopa et Rubika. Et du coup, Mopa qui est à Arles, Rubika qui est à Valenciennes. Alors qu'avant, Superbocom, c'était deux Superbocom. Il y avait un à Valenciennes, un à Arles. Mais du coup, c'est les deux mêmes écoles. Elles ont changé de nom. Ouais, les écoles se sont séparées. Voilà, oui, en plus, oui. Et donc j'ai passé le concours en terminale pour rentrer sur Superbocom. Je l'ai raté la première année. Donc j'ai décidé de faire une année de prépa pour me former encore plus au dessin, que j'ai fait à Paris à l'ISA, l'Institut supérieur des arts appliqués.
qui avait aussi une spécialité animation, donc c'était un peu un backup si jamais j'avais pas Smurfocom encore à la fin de l'année. Bon voilà, j'ai fait l'année, ça s'est plus ou moins bien passé, et après finalement j'ai été prise à Smurfocom, donc j'y suis allée. Donc les 2 premières années à Smurfocom, c'est beaucoup tout ce qui est dessin, culture artistique. C'est intéressant, mais je pense que c'est vrai que les 2 années pourraient être plus courtes. Et après, donc à partir de la 3e année, est-ce que c'est en 5 ans, on fait plus tout ce qui est 3D. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, à la fin de la 3e et 4e année, on a des stages à faire. Et à la fin de la 4e année, j'ai fait mon stage, qui s'est très bien passé. Et tellement bien même qu'en fait, on m'a proposé de rester y travailler. Donc en fait, j'ai arrêté l'école, j'ai pas fini Smurfocom. J'ai pas fait la dernière année, j'ai pas eu mon diplôme, et j'ai commencé à travailler du coup à Bruxelles. Dans justement le studio dont je parlais, donc je faisais beaucoup de tout ce qui est publicité et effets spéciaux. Et voilà. Et après, après je suis passée au développement web, comme je disais, parce que j'ai commencé un peu à me lasser de tout ce que je faisais, et parce que je codais à côté de mon travail et ça me plaisait bien, donc j'ai essayé de changer. Tu as du coup quitté l'école avant d'avoir ton diplôme. Beaucoup de gens pourraient penser ça complètement impensable, complètement, je dirais, j'oserais même dire débile. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là aujourd'hui? Est-ce que tu penses que si tu étais resté un an de plus à l'école, ça aurait changé quelque chose d'important dans l'endroit où tu es aujourd'hui? Ça aurait changé des choses, je pense, mais pas des bonnes choses, je pense. Je pense que j'ai bien fait de partir, parce que notamment je savais sur quel projet j'allais travailler, et avec qui, etc. Et donc le projet était intéressant, mais il ne me convenait pas à moi forcément. Est-ce que tu peux réexpliquer le projet exactement? Oui, pardon. Donc le projet, c'était un... En gros, on était par groupe de 5, 6, même 7, je crois, des fois. Ça dépend des groupes. Et on devait, pendant un an, réaliser un film de 5 minutes. Donc ça, c'est pendant la 5e année, du coup, celle que tu n'as pas faite. Ouais. Et pendant la 4e année, donc celle que j'ai faite, on devait réaliser un court-métrage d'1 minute, tout seul. Donc celui-là, il est fait. Donc c'est celui dont je parlais, qui s'appelle 001, qui est disponible en ligne. Au final, je trouvais ça un peu redondant, même si du coup, il y a quand même le travail en équipe qu'il n'y avait pas dans le film d'1 minute, mais et du coup, forcément, en un an, avec 5 personnes, on peut faire vraiment un film de meilleure qualité. Après, ça dépend avec qui on est, mais en général, c'est quand même ça. Et voilà. C'était quoi avant? Je sais pas. Du coup, pourquoi du coup Enfin, les gens vont dire que du coup t'as quitté l'école sans diplôme. Qu'est-ce qui a fait que t'es parti sans diplôme? Oui. Qu'est-ce que tu leur réponds? Donc je suis partie sans diplôme parce que ça dépend des métiers après, mais tout ce qui est infographie 3D, très très souvent, on ne demande pas du tout le diplôme. On regarde en fait ce qui s'appelle le showreel, donc une petite démo, une petite vidéo qui reprend tous les projets qu'on a fait, tout ce qu'on sait faire en vidéo. Et c'est ça en fait qu'on va présenter aux entreprises pour se faire embaucher. Le diplôme en général, les gens ne le regardent pas. Et même, je me souviens, l'ancien directeur du studio dans lequel je travaillais à Bruxelles m'avait dit, tu sais, moi j'ai jamais regardé un diplôme, je prends toujours au showreel. Et donc c'est vrai que dans notre métier, avoir un diplôme, c'est pas forcément nécessaire du tout. En fait, il faut juste avoir un bon showreel. Et donc c'est pour ça que je me suis permise de pas prendre mon diplôme du tout. Il y a plein d'autres métiers où je pense que c'est le cas. Après, par contre, forcément, si tu veux faire médecin, avocat, là, il te faut un diplôme. Est-ce que dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'une position ou une demande t'a déjà été refusée parce que tu n'avais pas ton diplôme? Non, pas du tout. Très bien. Alors, j'aimerais revenir un petit peu plus sur le temps passé à l'école. Qu'est-ce que tu as appris à l'école? Qu'est-ce que l'école t'a apporté et qu'est-ce que tu as dû apprendre par toi-même? Est-ce que toi, aujourd'hui, du coup, dans ton parcours, tu referais les mêmes décisions aujourd'hui en ayant vécu, ou est-ce que tu prendrais des décisions différentes? Alors, elle m'a appris à dessiner, elle a ouvert ma culture artistique, tout ce qui est histoire de l'art, même culture de l'animation. Au final, nous on connaît beaucoup tout ce qui est animation classique, on va dire tout ce qui est Disney, Pixar. Au final, on se rend compte qu'il y a plein de choses complètement différentes, plein de choses en stop motion, des choses qui ressemblent, complètement abstraites. C'est intéressant quand même de découvrir qu'il y a tout ça aussi en animation, des choses qu'on ne connaît pas du tout. Ça a apporté ça. Ça m'a apporté aussi toutes les bases en 3D. Même si après, on se rend compte que de toute façon, après, c'est aussi le métier. Il faut savoir apprendre par soi-même. Donc c'est vrai qu'à partir de la 4e année, je dirais que j'ai commencé vraiment à apprendre par moi-même. La 4e année, je pense que c'est surtout de l'apprentissage seul, on va dire. Donc voilà, les 3 premières années m'ont apporté des choses, même si je pense que la première et deuxième année auraient pu être réduites en une seule. Mais voilà, donc... Après, est-ce que je referais les mêmes choix? Ça c'est très compliqué, on va pas savoir.
Parce que si j'avais pas fait l'école, j'aurais pas su comment c'était. Donc forcément, je devrais refaire le même choix en fait. C'est difficile comme question, je trouve. C'est vrai. Très bien. Écoute, c'est plutôt top comme réponse et c'est plutôt hyper intéressant. Est-ce que, du coup, tu penses aujourd'hui que passer par une école, c'est indispensable si tu veux devenir artiste 3D ou pas? Ça dépend des personnes. Mais je pense que si t'as une certaine autodiscipline, après au début tu vas galérer, c'est sûr, mais tu peux tout à fait te faire tout seul. Parce que pour moi, il y a toutes les ressources nécessaires en ligne. De toute façon, les documentations des logiciels, par exemple Blender, elle est quand même très bien faite. Donc tu peux aussi tout à fait t'en sortir avec ça. Il y a tellement de tutos gratuits en plus en ligne. Même tu peux acheter des petites formations en plus pour te former, il n'y a pas de souci. Pour moi, tu peux tout à fait te former tout seul. Il n'y a pas du tout forcément besoin de faire une école. Après, ça demande une certaine rigueur et du travail tout seul. Si tu sais pas te gérer, c'est sûr que là, tu vas être obligé de passer par une école pour te motiver en fait. Pour te forcer à avoir un cadre. Exactement, ouais. Très bien. Est-ce que du coup, par rapport à tout ça, par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu fais maintenant, est-ce que tu as forcément dû vivre des choses qui ont été plus difficiles que d'autres en 3D? Et du coup, est-ce que par rapport à ça, tu aurais des conseils à donner à des gens qui débuteraient, justement pour éviter les erreurs que toi tu as faites et qui t'ont fait galérer à certains moments? Des choses que tu aurais aimé savoir quand toi tu as démarré la 3D? C'est peut-être mieux dit comme ça. Déjà, il y a une chose importante, c'est qu'il faut vraiment avoir confiance en soi et en ses capacités d'apprendre. Parce que souvent, on se dit, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, et du coup, des fois, on pense tellement qu'on va pas y arriver que du coup, on n'y arrive pas. Alors que si on pense qu'on va y arriver, on y arrive beaucoup plus d'un coup. Et en fait, c'est vraiment cette capacité à se dire, ça va peut-être me prendre 2 semaines, mais dans 2 semaines, je vais y arriver. Au final, je pense qu'en cherchant sur internet et en lisant plein de choses, au début, peut-être que ça va nous paraître complètement flou, mais dans 2 semaines, ça va nous paraître logique. Et il faut avoir foi quand même au fait que tu es tout à fait capable d'apprendre et que tu peux apprendre par toi-même. Et du coup, le conseil, ça serait pas paniquer et juste prendre son calme et regarder sur internet pour trouver la solution dont tu as besoin, quoi. Quel est ton process quand tu cherches une information sur internet? Comment tu fais pour aller trouver? Sur quel site tu regardes? Qu'est-ce que tu tapes dans ta barre de recherche par rapport à quel problème? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ici qui, quand ils ont un problème, juste ils veulent bien chercher, mais ils savent pas comment trouver la solution. Ils ont l'impression de tourner en rond. Qu'est-ce que tu tapes, toi? Qu'est-ce que tu fais pour pas tourner en rond? Comment tu fais pour trouver la solution à ce problème? Souvent, il faut déjà pas chercher en français. Il y a beaucoup plus de contenu en anglais, donc il faut taper en anglais, ça aide. Après, c'est vrai qu'il y en a qui parlent pas beaucoup anglais. Moi, je parlais pas du tout anglais non plus avant. Au final, à force d'écouter et de se forcer, on finit par comprendre. Est-ce que tu penses que l'anglais c'est important pour d'autres métiers? Ah oui, c'est indispensable parce que toutes les informations utiles, toutes les documentations en général sont en anglais. Et moi, franchement, avant, je suis une des plus mauvaises en langue que je connaisse. Hein. Et au final, je comprends après l'anglais maintenant et je m'en sors, donc c'est possible. Faut juste s'accrocher et regarder. Même des fois, sur YouTube, on peut mettre les sous-titres français générés. Pour commencer, ça peut aider. Hein. Après, en regardant les personnes cliquent, etc. Après, il y a du visuel en général, c'est pas que l'écoute, donc ça aide aussi beaucoup. Donc tu penses qu'il faut aussi regarder des tutos en anglais, du coup? Pour moi, il faut tout refaire en anglais. Après, en français, des fois, il y a des très, très bons tutos. Je sais qu'il y a des tutos, ils sont très bien. Les gens ont de la chance, mais il n'y a pas toujours ça, en fait. Donc, quand il n'y a pas le choix, il faut pas hésiter. Donc, ceux qui parlent pas anglais, peut-être chercher d'abord en français. Mais s'ils trouvent pas hésiter à chercher en anglais parce que il y aura plus de chances d'avoir la réponse. En même temps, c'est normal. Du coup, il y a beaucoup plus de ressources en anglais. Et ensuite, par exemple, si on cherche quelque chose sur Blender, après, c'est peut-être tout bête, mais bien mettre le logiciel sur lequel tu cherches. Voilà, après, en fait, écrire ce que ton problème, plus le logiciel et en anglais. Peut-être c'est ça la solution, je sais pas. Sur Google, du coup? Sur Google, ouais, directement. T'as pas de site particulier sur lequel tu recherches, tu sais qu'il y aura la réponse dessus? Non, après il y a Stack Overflow. Alors je sais beaucoup pour le développement, je sais pas si pour la 3D ça le fait aussi, je sais plus trop. Ouais. Après, la 3D, souvent c'est les tutos dans YouTube. Hein. Dans YouTube, ça marche aussi bien, il y a beaucoup de tutos sympas. Après, il y a souvent des artistes qui ont leur logiciel, donc le conseil peut-être c'est si jamais tu trouves un artiste sur YouTube qui t'apporte une réponse, t'abonner à sa chaîne si jamais il a d'autres tutos, comme ça tu peux retourner chercher sur sa chaîne à lui. En fait, se faire son petit réseau de sites sur lequel tu cherches. Au début, tu vas un peu galérer, toujours pareil, et puis après, au fur et à mesure, ce sera de plus en plus facile. Très bien, super. Est-ce que du coup, par rapport à ça, tu as d'autres conseils que tu voudrais donner à quelqu'un qui démarre, des trucs que tu aurais aimé savoir quand toi tu as démarré ou pas, ou finalement c'était vraiment ça que tu voulais expliquer? Non, après, c'est sympa aussi, par exemple, d'avoir des projets perso, je pense.
c'est toujours plus motivant de faire un truc qui nous plaît plutôt que de reproduire un truc bêtement sur un tuto. Donc ça peut être tout bête, t'aimes bien les chats, bah tu refais un chat en 3D quoi. Bon, après, c'est pas forcément le plus facile avec les poils et tout, mais c'est l'idée quoi. Et après, non, il faut faire des choses qu'on aime. Après, si jamais tu te rends compte que t'aimes pas ce que tu fais, c'est que c'est pas le bon truc. Mais après, il faut pas non plus se dire, oh c'est difficile, et se dire, bah du coup c'est pas fait pour moi. C'est difficile pour tout le monde. Il faut se forcer un coup au début, et si pendant un mois tu te forces et que t'aimes pas, là c'est peut-être ce que t'aimes pas, mais je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Si, c'est tout à fait clair. Très bien. Alors aujourd'hui, la technologie, elle avance assez rapidement. Comment tu gères ça, toi, dans ton métier le fait que du coup, il y a beaucoup de choses qui bougent tout le temps, donc ça se peut que ce que tu as appris il y a 5 ans, c'est plus forcément valable aujourd'hui. Comment tu fais pour te tenir à jour dans ces informations-là? Et comment tu fais pour être sereine par rapport à ça? Comment tu fais pour te dire que peut-être que dans 2 ans, du coup, je pourrais plus rien faire parce que tout aura changé? De toute façon, il faut se tenir au courant de la même manière en fait. C'est pour ça qu'il faut être passionné un peu par son métier ou au moins vraiment bien l'aimer parce que si t'aimes pas trop, tu vas pas être renseigné après à côté sur ton temps libre sur les nouveautés. Et après, je suis assez sereine par rapport à tout ça. Par exemple, en développement, je pense qu'il n'y a pas un jour où je me dis j'ai tout ça à faire, je sais exactement comment je vais le faire. En général, c'est plutôt je ne sais pas du tout comment je vais le faire, mais je vais y arriver, je vais trouver une solution. Donc en fait, tous les jours, je suis en train de chercher des solutions à des problèmes en fait. Et en fait, du coup, en fait, il suffit d'apprendre. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, justement, aussi dans ces métiers. Même la 3D, c'est pareil, le développement, c'est pareil. C'est un perpétuel apprentissage. Et du coup, jamais tu t'ennuies. Parce que tu es toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. Et tu t'épanouis, du coup, beaucoup plus aussi que si tu n'apprenais jamais. Et donc, en fait, il faut juste, après, pareil, avoir ces sites, avoir des gens, des youtubeurs que tu aimes bien, les suivre. Ils vont aussi eux-mêmes parler de nouveautés qu'ils viennent de voir. Il faut se faire son réseau et puis toujours être à l'affût des nouveautés, etc. Super, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que c'est vraiment une belle conclusion, je pense, parce que c'est vraiment le cœur, je pense, de notre métier, c'est ça. Est-ce que, pour terminer, tu aimerais dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent retrouver ce que tu fais aujourd'hui? Ils peuvent retrouver ce que je fais aujourd'hui, donc ils peuvent aller voir mon film 001 s'ils veulent. Il suffit de taper 001 Mozelner, après tu auras ce sera dans la description. Voilà. Et après, au niveau de mon site, je suis en train d'en développer un nouveau. À la limite, dès que je l'ai fini, tu pourras le mettre dans la description quand ce sera prêt. Ça marche. Voilà, mon site de développement web. Très bien. Écoute, merci beaucoup Maud. Merci à toi. Et à bientôt. Et à bientôt. Salut. Salut.